22h, notre invité ce soir, Bruno Le Maire, bonsoir. Bonsoir Ruth Elkrief. Vous êtes ministre de l'économie, des finances et de la relance. Vous publiez Un éternel soleil aux éditions Albin Michel. On va parler avec vous de la situation sanitaire pour savoir si elle peut compromettre ou elle risque de compromettre la reprise économique. Mais dans ce livre, moi ce que j'ai retenu, c'est que vous disiez arrêtons de nous plaindre, arrêtons de nous apitoyer sur nous-mêmes, soyons fiers de ce que nous avons fait et puis réconcilions-nous. Donc un bilan à la fois économique et politique de ce quinquennat, avec un certain nombre de propositions, on va y revenir. Mais du coup, on peut se dire, est-ce qu'il est en train de faire son programme dans ce livre? Parce qu'il faut rétablir l'autorité, il faut lutter contre les inégalités, il faut reconquérir, avoir une reconquête industrielle, il faut redresser les finances publiques. C'est un programme Le Maire, pas un programme Macron. Non, c'est les convictions, effectivement. Ce sont mes convictions. Et je pense qu'on a besoin de responsables politiques qui ont des convictions et qui les défendent. On est à 6 mois maintenant d'une élection qui est importante pour le pays. Je pense que la France a besoin de continuité et de stabilité pour qu'on puisse avoir tous les résultats de la politique que nous avons engagée avec Emmanuel Macron. J'essaie de montrer à quel point nous avons réussi certaines choses, échoué sur d'autres, par exemple la réforme des retraites. De montrer également que les difficultés ne sont pas insurmontables. Je sais que c'est très dur pour des millions de Français. Et que des millions de Français se disent c'est trop dur, c'est trop difficile, on n'y arrive pas, les politiques ne sont pas à la hauteur. Je mesure ça parfaitement dans ma circonscription toutes les semaines, mais je sais aussi que les difficultés ne sont pas insurmontables et que si nous savons prendre les bonnes décisions, nous en recueillerons les fruits dans les années qui viennent. Vous parlez de votre circonscription. Vous savez ce que Xavier Bertrand dit d'Emmanuel Macron? Il ne peut pas comprendre les couches populaires, il n'a jamais été élu. Et vous dites, bah, on le traite d'arrogant, je ne suis pas d'accord, mais... Je dirais juste à Xavier Bertrand qu'il a été élu président de la République. Ce que Xavier Bertrand n'a pas encore été, il me semble. Donc c'est un peu facile de faire ce reproche-là. Il a été élu par le peuple français, Emmanuel Macron. Par tout le peuple français. C'est le seul à être dans cette configuration-là aujourd'hui. Donc ces reproches comme quoi les uns les autres ne connaîtraient pas le peuple français, très franchement, moi je ne les ferai jamais à personne. Chacun a sa rencontre particulière et personnelle avec le peuple français. Et d'ailleurs, c'est un des éléments, je crois, très importants du livre, d'expliquer quel est mon rapport aux Français, comment année après année il a évolué, et comment, au bout du compte, je suis arrivé à cette conclusion très simple, que pour bien faire de la politique, il faut d'abord et principalement écouter les Français. Votre livre, il commence par un dialogue avec une jeune femme qui est devenue gilet jaune et qui est de votre circonscription. On va y revenir. Mais c'est l'heure de l'Instant Paul avec Paul Larouture. Bonsoir Paul. Bonsoir Ruth. Vous étiez au salon Made in France hier, qui a vu la visite de nombreux candidats à la présidentielle, on y reviendra. Et puis hier, il y avait Éric Zemmour. Exactement, avec un parti pris, comme toujours, du terrain, du terrain, du terrain. On observe, je ne lui ai posé qu'une question à Éric Zemmour, c'était sur vous, monsieur le maire, je vous la montrerai dans quelques instants. Je vous raconte ce qu'on a vu. On observe, hier, avec Harmonie Pondignaga, on a vu arriver Éric Zemmour dans cette voiture. Il était 10h, porte de Versailles, au salon du Made in France. Il est donc arrivé. Il y avait quelques caméras qui l'attendent, comme on le voit. On l'a vu donc rentrer comme ceci, monter, on va le voir, sur des escalators. Et sur ces escalators, de dos, on va le voir tout de suite, on l'a vu faire ce geste-là, rire, tendez l'oreille. Si tu veux me laisser avec un saucisson journaliste, Et Sarah Knakfo monte la caméra. Attention, vous êtes filmé. Éric Zemmour, on a fait des caisses qu'il n'est pas officiellement candidat à la présidence de la République, mais il veut envoyer une image. Donc là, hier, il a décidé d'essayer d'envoyer une image de lui à vélo. Regardez-moi, je suis prêt à monter le col de la présidentielle. La photo est belle, mais quand on se met derrière lui, on voit que pour monter et descendre du vélo, heureusement que son garde du corps est là. En 2013, il a pas c'est bon. On nous manque d'équilibre statistique. J'ai battu le record. En route pour la présidentielle, monsieur Zemmour. En route pour la présidentielle. Ah bah en tout cas, là, il est magnifique. Hein. Oh, moi, je vais pas rester 3 heures. Hein. Je descends. Hein. Allez, je vous en prie. Bon, Super. et en fait, c'est génial ce vélo. En fait, on peut avoir... Donc là, c'est hier midi, on sait que samedi soir, Éric Zemmour est allé au Bataclan et a déclenché une vive polémique. Donc évidemment, la question lui est posée au salon du Made in France. Hier, vous étiez au Bataclan.
Certains vous ont accusé d'instrumentaliser cette séquence. Est-ce que malgré tout, en allant là-bas, vous n'avez pas rompu cette journée de deuil en hommage aux victimes? D'abord, on va pas passer le point de presse à parler d'autre chose que du Made in France. Maintenant, si je comprends bien, quand tout le monde se recueille, c'est une journée de deuil. Quand moi je me recueille, je brise la journée de deuil. Il y a une incohérence dans votre question que je n'arrive pas à comprendre. Donc je n'enlève rien, pas un mot, et je maintiens que rendre hommage aux victimes, c'est aussi dire arrêter de seulement se lamenter et d'allumer des bougies. Il faut aussi expliquer ce qu'on va faire et qu'il faut arrêter de se coucher devant cette guerre de civilisation qui nous est menée. C'est aussi rendre hommage aux victimes et je pense que c'est leur rendre un hommage beaucoup plus noble. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle du manif. Alors avant qu'on parle du salon, Éric Zemmour est parti à 13h. 30 minutes plus tard, les familles des victimes ont publié ce communiqué dans lequel on peut lire « Éric Zemmour a décidé de faire ce qu'aucun politique n'avait osé faire jusqu'à présent, tenir des propos politiques devant le Bataclan un soir de commémoration du 13 novembre. Il a abîmé la mémoire des 90 personnes décédées au Bataclan. » Maintenant que vous avez lu ce communiqué, on repart en visite. Encore une fois, on observe ce qui se passe autour d'Éric Zemmour et on commence par ses nombreux soutiens. Qu'est-ce que vous appréciez chez lui ? Son discours vérité et sa lucidité décapante. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être écouté. Je suis très admiratif parce que je l'aime bien, façon de voir les choses. Vous pourriez voter pour lui s'il était candidat ? Bien sûr. Et vous, monsieur ? Oui, il a le droit de parler. L'avantage, c'est qu'au moins, il peut parler. Que dans cette société, on ne peut plus rien dire. C'est M. Zemmour. Oui. Il est où? Il est là. Ah, c'est mon idole. Pourquoi? Parce qu'il dit tout haut, ce que pensent les Français tout bas. Monsieur Zemmour. Bonjour madame. Vous dites tout haut ce que pensent les Français tout bas. Donc vous avez entièrement... J'espère que vous allez vous présenter. Hein. Vous faites pas faux bon. Hein. 5 décembre maximum. D'accord. Hein. Bon, je suis pas... Avec Harmonie Pandiaga, on a aussi observé beaucoup de gens qui n'allaient pas lui parler, mais qui prenaient des photos de loin. On s'est demandé ce qu'ils pensaient de lui et quelle était la légende qu'ils envoyaient en envoyant leurs photos à leurs amis. Bonjour. Vous venez de prendre en photo Éric Zemmour, pourquoi? Juste pour envoyer à mes potes. Snapchat. Snapchat? Ouais. Il est en train d'enfiler une marinière, là. Quel hashtag, du coup, vous inspirez Éric Zemmour? Pour rigoler, Zemmour président, je pense. Pour rigoler? Ouais. Parce que lui, il rigole pas. Hein. Oui, je sais. Vas-y, typiquement, ouais. Bonjour. Vous venez d'envoyer cette photo à qui? Quelle est la légende de cette photo? Sans vouloir être indiscret, ça m'intéresse. Et donc je l'ai envoyé à mes parents. C'est une bête politique. Je pense que c'est une bête médiatique. Est-ce que vous seriez prêt à voter pour lui s'il était candidat? C'est une question que je me suis posée, puisque je suis un électeur plutôt de droite, traditionnel. Mais il y a des propos qui me dérangent sur le féminisme, sur la place des femmes dans la société. Ce qu'il a dit sur la famille Sandler, ça m'a profondément choqué aussi. Donc c'est vraiment une question que je me pose, mais je ne sais pas encore. Est-ce qu'il ferait que oui? Édulcorer son message politique. Certaines notions un peu touchy, on va dire. Éric Zemmour a globalement reçu un excellent accueil. Absolument personne ne l'a hué, mais on a vu tout au long de cette déambulation des gens rebrousser chemin sans lui parler. C'était eux qui étaient contre et c'était eux qui ne disaient rien. Allez parler à Éric Zemmour, là? Je sais pas si c'est une bonne chose. Pourquoi? J'ai peur qu'il m'amène sur des terrains qui vraiment ne me concernent pas. Je m'appelle Raibed et j'aurais peur qu'ils me disent t'as pas ta place et ton entreprise n'a pas ta place ici, alors qu'on crée un CDI par mois actuellement. Et je pense qu'il y a même des Français qui se sentent rejetés par le discours d'Éric Zemmour. Et honnêtement, je reconnais pas du tout la France dans son discours. Mais non, moi je suis pas du tout pour lui. Mais alors, pas du tout. Une sorte de Trump. Madame. On va voir Éric. Donc là, on va. Merci madame. Pardon, excusez-moi, vous venez de lui dire qu'il ressemblait à votre grand-père en Algérie, c'est ça? C'est fait exprès, pour qu'il ne ressemble pas aux Français, il n'est pas de souche française. Lui. Ah, c'était une critique en fait? Non, c'est pas une critique, tellement que je l'adore, je le hais. Libérer les allées. Pour nos clients, on a payé les stands, on a besoin que nos clients soient là, pas que tout le monde soit agglutiné devant les portes. Le problème, c'est les journalistes ou Éric Zemmour? Pourquoi il vous dérange, Éric Zemmour? Parce qu'il n'est pas dans la vérité, parce qu'il a un message qui est faux. Oui, il est raciste, il n'est pas objectif, monsieur. Qui fait le ménage? Qui occupe les petits boulots? C'est les immigrés. Et moi, je dis bravo, heureusement qu'ils sont là pour travailler, pour faire tourner la France, parce que s'ils n'étaient pas là, la France, elle serait dans une sale merde. J'avais une question à poser à Éric Zemmour hier, c'était sur vous, monsieur le maire, parce que la semaine dernière, en interview, vous avez été particulièrement dur avec lui, et donc je lui ai répété mot pour mot ce que vous lui avez dit. N'hésitez pas à lui répondre après.
Monsieur Zemmour, bonjour. Bruno Le Maire est notre invité de Route El Crier 2022. Est-ce que vous l'avez écouté quand il disait que vous n'êtes pas charmant, ni intelligent, ni cultivé? Quand on confond Pétain et De Gaulle, on n'a pas de culture, on a le goût du mensonge. Quand on est sur le même thème, Vichy et Londres, on n'est pas intelligent, on est manipulateur. Vous montez les Français les uns contre les autres. Vous n'êtes pas charmant, vous êtes détestable. Qu'est-ce que vous répondez à Bruno Le Maire? Que moi, si vous voulez, Monsieur Le Maire dit des choses en privé et en public, il fait un numéro de cirque, libre à lui. C'est-à-dire que quand je le rencontre, il est charmant avec moi. Et en plus, quand je débat avec lui, il me dit qu'il est d'accord avec moi sur tout ce que je dis. Donc il faudrait savoir. Que je sache, l'élection présidentielle ne se joue pas entre le général de Gaulle et le maréchal Pétain. Merci à vous. Il devrait, vous savez, il devrait savoir, Monsieur Le Maire, qu'ils sont morts il y a longtemps. Voilà, merci beaucoup Paul. Merci Paul Larouturou. Quelle réponse? Comment vous lui répondez? Je maintiens chacun de mes propos sur M. Zemmour, que j'ai rencontré effectivement il y a quelques années, à une époque où il n'allait pas aussi loin dans la provocation, à une époque où il n'était pas candidat à l'élection présidentielle ou candidat putatif. Par ailleurs, j'ai débattu avec lui, effectivement, dans le cadre d'une rencontre organisée par le journal Valeurs Actuelles, et je pense que sur les questions européennes, nous n'étions à peu près d'accord sur rien. Donc je maintiens mes propos et quand je vois ce que disent un certain nombre des personnes que vous avez interrogées, je pense que beaucoup voient juste sur sa manière de diviser les Français, de les monter les uns contre les autres, et dans le fond de chercher la provocation permanente. Zemmour, c'est la provocation permanente. Mais les Français, aujourd'hui, ce qu'ils attendent de leurs responsables politiques, c'est des solutions à leurs problèmes, des réponses à leurs inquiétudes, pas des provocations. Et donc, vous n'avez pas été d'accord avec lui comme il le laisse entendre. Mais je suis tout à fait prêt à débattre avec M. Zemmour nous vous attendons pour que nous puissions mesurer l'étendue de nos divergences. Voilà, c'est ce que nous ferons et nous proposons une invitation formelle ce soir pour ce débat lorsqu'il aura lieu, en espérant que ce sera avec nous. Quand même, il a beaucoup choqué Éric Zemmour en récupérant le chagrin, la douleur des victimes du Bataclan. Est-ce que vous, ministre d'Emmanuel Macron, vous dites, parce qu'il a attaqué François Hollande a été à la hauteur après les attentats de novembre 2015? D'abord, je pense que François Hollande a été à la hauteur, que l'unité française est la meilleure des réponses aux terroristes. Mais ce qui m'a le plus choqué dans les propos d'Éric Zemmour, c'est la manière qu'il a eue de reconnaître une certaine dignité aux terroristes. Quand il dit qu'il ne fallait pas mépriser les terroristes. Moi, je méprise les terroristes. Je méprise des gens qui n'ont absolument aucun respect pour la vie. Quand il est allé expliquer que, dans le fond, nous, Français, nous serions devenus un peuple lâche qui n'était pas prêt à perdre sa vie pour ses idées et ses valeurs. Mais nos militaires perdent leur vie pour nos idées, pour nos valeurs, pour notre protection. Donc je crois, une fois encore, que cette provocation permanente ne fait que monter les Français les uns contre les autres, ne crée pas l'apaisement dont nous avons besoin et n'apporte aucune des solutions aux vrais problèmes des Français, c'est-à-dire le chômage, l'emploi, la formation des jeunes, le redressement... Mais Bruno Le Maire, l'immigration non contrôlée, c'est aussi une question que se posent les Français. Vous-même, comme ancien candidat à la primaire des Républicains, il y a quelques années, ça faisait partie de vos questions. Donc, est-ce que maintenant, rétrospectivement, vous ne dites pas, le président Macron, quand il félicite Angela Merkel sur le million de migrants qui sont reçus en 2015, est-ce qu'elle n'est pas naïve? Est-ce que lui n'est pas naïf? Est-ce que globalement, il n'y a pas eu des erreurs commises sur ces questions de migration, une forme de naïveté de nos dirigeants et de l'Europe? Je pense que la vraie naïveté, c'est de penser qu'il y a des solutions faciles à la question migratoire. La vraie naïveté, d'une certaine façon, c'est celle de M. Zemmour. Quand il laisse entendre aux Français que, dans le fond, c'est très simple à régler les problèmes migratoires. Il suffit de renvoyer tout le monde chez soi, par avion, par bateau, par train, comme vous voulez, de cadenasser les frontières et que le problème sera résolu. Très bien, mais ça, je peux vous faire ce discours-là sur LCI, sur un plateau de télévision. Et puis ensuite, vous êtes dans un centre de rétention. Ensuite, vous avez des femmes, vous avez des hommes, vous avez des enfants en face de vous, et tout de suite, ça devient beaucoup plus difficile. Ensuite, vous avez des puissances étrangères, vous avez le Maroc, vous avez l'Algérie, avec lesquels il faut obtenir des laissez-passer consulaires. C'est compliqué de les obtenir, c'est un rapport de force, c'est pas si simple que cela. Ensuite, il y a des règles à faire respecter. Je suis pour qu'on respecte encore plus rigoureusement les règles que nous le faisons actuellement, sur la maîtrise de la langue, sur le travail dont vous disposez pour pouvoir faire le regroupement familial. Mais tout ça se heurte à la réalité. Dans le fond,
Ce que certains ne veulent pas voir, et ce n'est pas propre uniquement à M. Zemmour, c'est que le contrôle des flux migratoires est une exigence absolue, mais qu'elle se heurte à des difficultés pratiques qui sont considérables et que nous ferions mieux d'avoir un vrai débat entre nous sur l'application de ces règles, sur la façon dont on surmonte ces difficultés concrètes, plutôt que de faire des déclarations toujours plus choquantes, toujours plus brutales, qui ne règlent pas les problèmes migratoires. Et vous pensez aux candidats Les Républicains à la primaire qu'on a vu débattre la semaine dernière sur notre plateau et sur d'autres plateaux? J'ai vu beaucoup de surenchères, mais il faut avoir l'humilité de reconnaître que, comme moi, ils ont occupé des fonctions où ils étaient en situation de pouvoir renforcer les règles migratoires, mieux contrôler la question des réfugiés, des demandeurs d'asile, et que dans le fond, à chaque fois, nous nous sommes heurtés à des difficultés qu'il faut maintenant surmonter, qui sont extraordinairement complexes, et que le débat politique français s'élèverait à essayer de prendre chacune de ces questions, comme je le fais dans le livre, pour essayer d'y apporter des réponses concrètes, plutôt que d'avoir des discours qui vont toujours plus loin, qui n'apportent pas de solution. Prenez la question du droit d'asile. Posons-nous la question, est-ce que sur le droit d'asile, il faut que le recours soit suspensif ou pas? On vous refuse l'asile en France. Est-ce qu'on doit vous reconduire dans votre pays d'origine ou est-ce que vous pouvez faire un recours juridique? Si on vous reconduit dans votre pays d'origine, évidemment, vous faites courir un risque très important à la personne. Mais ayons ce débat-là, c'est-à-dire un vrai débat avec de la hauteur de vue qui tient compte de la réalité humaine de ces problèmes humaines, plutôt que de penser qu'il y a des solutions simples et faciles. Elles n'existent pas en la matière. Juste un mot, parce que ce soir, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus. Est-ce qu'on va progresser vers une solution à cette crise migratoire à la frontière de la Pologne et de la Biélorussie, avec ce chantage, ce cynisme et ces hommes et ces femmes qui sont en train de mourir de froid à cette frontière? On ne progressera que si on fait preuve de la plus grande fermeté. Et j'espère que cette crise servira de test à l'Union européenne et lui permettra de comprendre tous collectivement, tous les États membres de l'Union européenne, que nous sommes dans un monde où il faut faire preuve, face à la Russie, face à la Chine, face à un petit pays comme la Biélorussie, de la plus grande fermeté dans la défense de nos intérêts. Oui, mais nous n'acceptons vous dites, vous espérez, mais ça veut dire que l'Europe n'est pas assez forte aujourd'hui. Elle n'est pas assez unie sur ses positions. Je pense que l'Europe doit gagner en lucidité, en fermeté dans sa politique étrangère comme dans sa politique migratoire. Elle le fait progressivement. Mais ce que fait le président de la République, quand il dialogue avec Vladimir Poutine, avec beaucoup de fermeté, qu'il acte que voilà, on n'est pas tombé d'accord sur ce sujet-là. Mais c'est une façon d'afficher la fermeté de la France sur cette crise migratoire. Quand le président de la République dit « nous soutenons la Pologne et nous voulons qu'elle puisse protéger ses frontières », c'est une façon de tenir une position de très grande fermeté. Je souhaite que toutes les autres nations européennes adoptent cette même posture de fermeté parce que M. Poutine, comme M. Xi Jinping sur d'autres sujets, ne comprendront que la fermeté européenne. Vous évoquez l'idée de l'Europe puissance politique dans votre livre, mais quand même concrètement, est-ce qu'on soutient la Pologne qui va ériger un mur, qui annonce qu'elle va ériger le mur en décembre? L'Union européenne, la Commission dit non. C'est bien là que je vous dis qu'il y a un test de fermeté et il vaut mieux que nous le réussissions parce que je pense que la fermeté européenne va être testée sur tous les sujets, migratoires, économiques, technologiques. Mais la fermeté, c'est le mur ou pas? La fermeté, c'est le mur? La fermeté, c'est qu'un État souverain a le droit de protéger par les moyens qu'il estime légitimes sa frontière et l'accès à son territoire. Donc un mur? Mais c'est à la Pologne de décider si c'est un mur, si c'est d'autres moyens qui sont les plus efficaces. Le droit souverain d'un État, c'est de protéger sa frontière et de ne laisser entrer sur son territoire que les personnes qu'il a choisi de laisser entrer. Et je pense que si on n'est pas capable de tenir cette ligne de fermeté, là, pour le coup, on ouvre tout grand la voie aux extrêmes qui, eux, iront proposer des politiques inapplicables ou révoltantes du point de vue humain. La fermeté sur la défense des frontières est la meilleure garantie contre la montée des extrêmes. Donc on ne s'attend pas à ce que Bruxelles dise aux Polonais « c'est pas bien de diriger le mur ». Si la Commission européenne s'amuse à donner des leçons aux uns ou aux autres en disant « c'est pas bien, laissez-les entrer », je pense qu'on s'expose effectivement à des dérives politiques en France et ailleurs, de la part de personnes qui diront, vous voyez, ils ne sont pas capables de défendre l'intégrité du territoire. La situation sanitaire, ce soir, le taux d'incidence de la France du Covid-19 passe au-dessus de 100, plus de 100 malades pour 100 000 habitants. Est-ce qu'on va pouvoir éviter des mesures de restriction et est-ce que nous sommes en situation économique de supporter de nouvelles restrictions? On doit
tout faire pour éviter de nouvelles restrictions. Tout faire pour éviter toute forme de nouveau confinement ou de nouvelles contraintes. Et c'est notre responsabilité à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui suivent avec attention cette situation sanitaire. Les gestes barrières, il faut les respecter. La vaccination, je sais que certains sont encore très réticents, mais j'ai envie de leur dire pesez le pour et le contre. Et vous verrez que le pour l'emporte largement sur le contre. Faire la 3e dose quand on a plus de 65 ans, c'est une protection. Faire respecter le pass sanitaire, c'est une protection. Il n'y a aucune solution miracle. Mais si chacun d'entre nous fait ce petit effort de penser à lui, à sa famille, à ses proches, à tous les personnels soignants qui voient arriver une nouvelle vague avec beaucoup d'inquiétude, je pense que nous pouvons éviter des mesures supplémentaires. Et donc la situation économique de la France pourra poursuivre une reprise que vous décrivez dans votre livre, on va y venir. Oui, alors que si on a des nouvelles restrictions, cette reprise, elle peut être compromise. La reprise, elle est là. Ce serait dommage, Rutel Krief, que la reprise soit fragilisée par le retour de l'épidémie. Parce que derrière, ce n'est pas que des chiffres statistiques, ce n'est pas simplement le chiffre de croissance de 2021. À la rigueur, ce n'est pas ce qui est le plus important. Mais les restaurateurs qui viennent de rouvrir, et que j'ai vu encore ce matin, vous les voyez fermer à nouveau leurs restaurants? Les hôtels qui se remplissent progressivement à nouveau, vous les voyez sans clients demain? Les bars, les boîtes de nuit, les activités de l'événementiel, tous ces secteurs qui ont été impactés de plein fouet, les commerces, les grands magasins, les centres commerciaux, à quelques semaines de Noël. Mais vous imaginez ce que ça représente pour eux, pour leurs salariés, d'avoir demain de nouvelles restrictions sanitaires? Ce serait terrible à vivre. Donc évitons une situation qui serait terrible à vivre pour des millions de nos compatriotes. Juste un mot, l'Allemagne veut recourir au télétravail massif. Est-ce que c'est un risque aussi pour nous, au sens où on était en train de l'envisager, d'en sortir? Alors nous avons déjà du télétravail mais qui est un peu au choix et organisé. Moi, une fois encore, ce que je veux à tout prix éviter, c'est la situation dans laquelle nous étions il y a exactement 1 an, Rutel Krief, où j'étais obligé de demander le report du Black Friday, des soldes exceptionnels, parce qu'il risquait d'y avoir trop de gens dans les magasins et donc des risques de contamination supplémentaires. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'on est dans des situations radicalement différentes, bien plus positives. Faisons tous ce tout petit effort dans l'attitude, dans le comportement, dans la vaccination, qui nous permettra d'éviter ces mesures de restriction. Vous avez fait le quoi qu'il en coûte. Vous êtes le monsieur quoi qu'il en coûte et vous en recueillez aujourd'hui les résultats, une reprise nette, une croissance forte, un chômage qui baisse. Et vous le racontez dans votre livre en donnant les chiffres et en expliquant comment vous y êtes arrivé. Mais qu'est-ce que vous répondez à Nicolas Bavrez, l'économiste, qui ce matin dans le Figaro dit « La reprise ne fait pas une sortie de crise, ça ressemble à une pyramide de Ponzi digne de Bernard Madoff parce que y a un déficit de la balance commerciale, il y a des coûts de production en hausse, il y a encore 1 million d'emplois non pourvus. Bref, c'est un mirage. » Alors, Nicolas Bavrez a une petite tendance au pessimisme. Et j'aimerais trouver un jour une chronique positive de Nicolas Bavrez. Donc je voudrais d'abord qu'on soit fiers pour les Français des résultats que nous avons aujourd'hui. La croissance française est celle qui tire les croissances européennes. Nous avons retrouvé le même niveau d'activité économique qu'avant la crise, 3 mois plus tôt que prévu. Et il y a moins de chômeurs au moment où je vous parle qu'avant la crise. Ça, ce sont des faits et ce sont des faits qui sont positifs. Est-ce que pour autant, tout est réglé sur la compétitivité de la France, sur le besoin d'innover davantage, d'améliorer la qualité des produits français? Je le dis dans le livre, le juge de paix désormais, c'est le rétablissement de notre balance commerciale extérieure et je peux vous dire, ça va être un sacré défi. Donc oui, il reste beaucoup de travail devant nous, mais oui également, je le dis à Nicolas Bavrez, la base est solide parce que nous avons pris au bon moment les bonnes décisions pour protéger les Français. Vous savez que pas mal de gens se sont dit, mais ok, le quoi qu'il en coûte, ça nous a sauvés. Mais maintenant, il y a des dépenses dans tous les sens qui sont inutiles. Et on se demande à quoi elles servent. Certains disent le contrat engagement jeune, c'est trop cher pour pas grand-chose. D'autres sommes qui ont été déboursées à Marseille, des promesses par le président pour la campagne électorale. Oui, quand on regarde dans le détail, moi je suis prêt là aussi à débattre avec qui que ce soit. Je pense qu'on a besoin de débats de bon niveau pour les Français sur nos choix politiques. Je serais curieux de savoir si quelqu'un était à ma place, à quelles dépenses il renoncerait dès demain. Est-ce que c'est les dépenses sur l'hôpital?
Est-ce que c'est les dépenses sur l'école? Est-ce que c'est les dépenses, comme vous l'avez dit, sur le revenu d'engagement des jeunes, qui sont ciblées spécifiquement sur les jeunes qui n'ont pas de diplôme, pas de qualification, qui sont souvent éloignés de la société, qu'il faut aller chercher et accompagner? Discutons-en. Moi, je crois profondément que les dépenses que nous avons engagées pendant la crise, c'est de l'investissement. Et que si nous redémarrons aussi fort aujourd'hui, c'est parce que les salariés n'ont pas perdu leur qualification et que les entreprises n'ont pas fermé. Je vous donne un exemple, l'aéronautique. On nous a dit, mais vous dilapidez l'argent à soutenir les sous-traitants de l'aéronautique, à soutenir Airbus, à soutenir les ingénieurs, les ouvriers qualifiés de l'aéronautique, parce que ça ne va pas redémarrer avant 5 ou 10 ans. C'est foutu l'aéronautique, le transport aérien, ça ne va pas redémarrer. Ben, regardez. Aujourd'hui, Airbus enregistre une de ses commandes les plus importantes des 10 dernières années. Ça redémarre très fort. Est-ce que Airbus aurait pu honorer cette commande sur les A321 Neo, nouvelle génération, s'il avait perdu, sans le soutien de l'État, ses qualifications, ses ingénieurs, ses ouvriers, ses salariés chargés de la maintenance des appareils? La réponse est non. Donc ces dépenses, ce sont des investissements. L'inquiétude sur le pouvoir d'achat, c'est un autre versant. Est-ce qu'on dépense trop? On va y revenir à la dépense publique. Mais l'autre versant, c'est est-ce qu'on a assez pour vivre? Et aujourd'hui, avec les dépenses contraintes pour certains ménages, en énergie, en logement, en vie quotidienne, on a cette perception qui peut être justement un pouvoir d'achat amenuisé. Vous avez vu peut-être qu'un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle font des propositions pour augmenter les salaires. Xavier Bertrand propose une prime travail de 5 milliards qui coûtera 5 milliards. Vous, dans votre livre, vous évoquez la prime d'activité. Vous dites elle a coûté 10 milliards, mais la valeur travail, elle reste cardinale. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Xavier Bertrand? Il dit il faut rajouter encore pour que aucun ne puisse gagner moins de 1 500 € par mois. D'abord, quel est le constat? Je pense, là aussi, dans notre manière de faire de la politique, on revient à la question migratoire. Si on peut faire un constat qui soit commun sur les difficultés de la France, je pense qu'on apporterait les bonnes solutions plutôt que d'avoir un débat aussi violent et parfois à côté de la plaque. Est-ce qu'il y a une difficulté sur le pouvoir d'achat? Je pourrais vous répondre, tel Krief, avec une batterie de chiffres, pour vous dire, nous, on a augmenté le pouvoir d'achat pendant le quinquennat. C'est vrai, c'est ce que dit l'INSEE. Mais ce n'est pas ce que vous dit Annie, que vous avez rencontré et dont vous parlez dans votre livre. Ce que me disent les Français que je rencontre. Et une fois encore, ma méthode, telle que je la défends dans le livre, c'est d'abord d'écouter les Français. Et je sais que des millions de Français aujourd'hui se disent, c'est compliqué, c'est difficile. On est inquiet. Si l'essence continue à augmenter, si le prix du gaz continue à augmenter, comment est-ce qu'on va faire? Si les prix alimentaires augmentent demain, par exemple les pâtes, parce que le prix du blé augmente, parce qu'il y a une demande qui est forte, comment est-ce qu'on va faire pour joindre les deux bouts? Eh bien, nous devons apporter une réponse à cette interrogation. Et notre réponse sera toujours de valoriser toujours plus le travail. La prime d'activité, la prime défiscalisée, la défiscalisation des pourboires, c'est une première partie de la réponse. Moi, mon évaluation, mais on peut en débattre, c'est que l'État a fait sa part du chemin. En augmentant la prime d'activité, en faisant les défiscalisations d'heures supplémentaires dont on vient de parler, à chaque fois que j'en fais plus, et que nous en faisons plus, ça aboutit à des dépenses publiques supplémentaires, donc de la dette supplémentaire. Je considère que dans un certain nombre de secteurs, l'hôtellerie, la restauration, on en a parlé, il faut aussi que les entreprises fassent leur part du chemin. Et qu'elles regardent aussi ce qu'elles offrent à leurs salariés. S'il y a tant de problèmes de recrutement aujourd'hui dans l'hôtellerie et la restauration, et croyez-moi, les restaurateurs, les patrons d'hôtels en sont les premiers convaincus, c'est peut-être parce que les salaires doivent être augmentés, que les conditions de travail doivent être améliorées, que les perspectives de carrière, quand on commence comme serveur dans un restaurant, doivent être elles aussi améliorées. Je pense qu'on trouve des solutions pour la France. Donc vous dites aux entreprises, allez-y, c'est votre tour, faites le job, augmentez les salaires. Nous, on a fait le boulot, c'est votre tour. Je ne le dis pas pour toutes les entreprises, je le dis pour certains secteurs où il y a des tensions, des difficultés de recrutement. Il faut effectivement que les entreprises fassent des efforts pour augmenter les salaires, rendre leur travail plus attractif et donc résoudre les problèmes de recrutement. Donc tous ceux qui, parmi les candidats à la présidentielle, proposent de rajouter de l'argent de l'État pour augmenter les salaires d'une façon ou d'une autre, vous leur dites ça suffit, on a déjà fait. Je leur dis, regardez déjà ce qui a été fait avec les baisses de cotisations patronales, avec la prime d'activité, avec la défiscalisation des heures supplémentaires, avec la suppression de toute taxe sur l'intéressement et sur la participation, avec le soutien à l'actionnariat salarié. Tout ça, c'est des dispositifs qui coûtent des milliards d'euros aux contribuables par an. C'est beaucoup et c'est légitime.
Parce que ça permet de mieux rémunérer un salarié au niveau du SMIC qui, au lieu de toucher 1 270 € au bas de sa feuille de paye, va empocher chaque mois 1 490 €, pas loin de 1 500 €. Donc c'est légitime, c'est juste, ça aide ceux qui ont les salaires les plus bas. Mais de l'autre côté, il faut, que les entreprises dans les secteurs sous tension fassent une part du chemin, et puis surtout qu'on évite la trappe à bas salaire, qui est un des vrais problèmes français. Pour moi, le vrai problème français, il est là. C'est qu'on offre des dynamiques aux gens pour qu'ils puissent se projeter, se dire je vais acheter ma maison, je vais acheter mon appartement, je vais pouvoir payer l'éducation de mes enfants. Et pour ça, ça passe par un investissement dans la formation et la qualification. Vous voyez, Rutel Krief, si j'avais davantage d'argent à mettre quelque part, je ne le mettrais pas dans l'augmentation directe des salaires, je le mettrais plutôt dans la formation, la qualification, comme nous le faisons déjà beaucoup, mais on peut faire toujours plus, pour faire en sorte que la trappe à bas salaire se transforme en dynamique salariale pour tous les salariés les plus modestes de France. J'ai 2 questions d'actualité avant d'écouter peut-être ces interpellations des candidats à la présidentielle que vous avez bien acceptées et que vous avez accepté de les écouter et d'y répondre. Vous avez entendu parler d'abord sur les retraites. Vous regrettez que cette réforme des retraites n'ait pas été appliquée avant la fin du mandat ? Il y a des regrets dans un quinquennat, bien sûr. J'ai toujours considéré que la réforme des retraites était un élément important, parce qu'avoir un volume global de travail plus important en France, c'est garantir notre système de retraite par répartition, et c'est garantir le niveau de vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Maintenant, je souhaite qu'on transforme ce regret en volonté. Et j'étais très heureux d'entendre le président de la République, il y a quelques jours, marquer sans aucune ambiguïté cette volonté. Il faut, le plus tôt possible, dans le prochain quinquennat, une réforme des retraites, modifier l'âge légal de départ à la retraite, garantir une mention minimale à 1 000 € et mettre fin à tous les régimes spéciaux. Donc c'est celle que vous voulez, parce qu'au début c'était une retraite à points qui avait été adoptée et que vous souteniez aussi. Mais je ne ferme pas la porte sur le long terme à une réforme à points. Je pense qu'il y a une urgence qui est d'avoir une réforme simple telle que l'a définie le président de la République dans sa dernière allocution, mais ça n'exclut pas de poursuivre le débat sur un système par points qui soit simple, qui soit juste, qui soit efficace. Mais ça prend beaucoup plus de temps et on ne peut pas attendre pour mettre en place une réforme des retraites qui sauve notre système de retraite par répartition. Autre question qui est d'actualité aussi, on a entendu parler d'un système d'étatisation de la santé, en tout cas de reprise en main par la sécurité sociale des mutuelles. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous trouvez que c'est le bon chemin? C'est un débat qui a été entamé par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Il est à son commencement, ce débat. Je vais vous dire très sincèrement. C'est pour ça que je vous demande votre avis. Je ne me suis pas du tout plongé dedans. D'accord. Donc plutôt que de vous dire des bêtises, je préfère suivre le débat et écouter ce qu'en dira le ministre de la Santé. Écoutons alors, si vous voulez bien, sur les 3-4 questions qui sont évoquées dans votre livre, c'est-à-dire le redressement industriel, la dette publique, le rétablissement de l'autorité de l'État, l'Europe, toutes ces questions-là, finalement, j'allais vous les poser. Mais en fait, comme on a demandé, les équipes d'LCI ont demandé aux candidats à la présidentielle qui étaient au salon Made in France, ils leur ont demandé de vous poser une question. Et donc, ça tombe bien. Je répondrai très bien. C'est exactement celle que vous pouvez vous poser. Écoutons d'abord peut-être Arnaud Montebourg sur le redressement industriel. Ça fait partie de vos priorités aussi. La maladie française, c'est de laisser tomber son appareil industriel. Et M. Bruno Le Maire n'y a pas échappé, malheureusement. Alstom, Technip, Alcatel, Lafarge, Essilor, Suez sont des boîtes que le gouvernement a laissé tomber. Vous avez vu les dégâts que ça fait dans les territoires? Le Made in France, vous savez, qui le défend? Les syndicats? Les territoires, les élus? Le gouvernement, il le laisse tomber. Vous laissez tomber? Je n'ai pas l'impression que nous ayons laissé tomber qui que ce soit pendant la crise économique. Je n'ai pas l'impression qu'on ait laissé tomber quelque industrie que ce soit, quelque aciérie que ce soit depuis 2017. D'ailleurs, la plupart des exemples, Escoval dans votre livre, la plupart des exemples que cite Arnaud Montebourg remontent au quinquennat de François Hollande. Donc il fait une petite confusion entre ce dont lui est responsable et ce que nous avons fait. Moi, je n'ai jamais laissé tomber personne, jamais laissé tomber aucune usine, jamais laissé tomber aucune entreprise. Et je reconnais très volontiers dans le livre que nous sortons de 30 années, on va dire, de renoncement sur ce sujet. Bien sûr que la classe politique collectivement, bien sûr que les chefs d'entreprise collectivement ont une responsabilité lourde dans la désindustrialisation de la France. Nous avons fait un choix de capitulation depuis 20 à 30 ans.
que nous avons commencé à inverser, mais dont nous portons tous une part de responsabilité. Mais vous, dans votre livre, vous dites on ne pourra pas recommencer, on a pris beaucoup de retard sur beaucoup de sujets. Donc il faudra sélectionner, et il faudra sélectionner sur certains critères. Alors, c'est quoi la recette Le Maire sur la réindustrialisation D'abord, c'est une recette qui a commencé à être appliquée et qui a donné des résultats, puisque nous avons recréé pour la première fois depuis 10 ans des emplois industriels en France. Ensuite, c'est une recette qui est assez simple, parce que je crois aux recettes simples, c'est toujours les meilleures. D'abord, soutenir les entreprises qui existent et les secteurs industriels qui existent. On a des secteurs qui sont excellents, il faut les faire monter en gamme. Quand on prend l'aéronautique, on est très bon en avion, il faut qu'on devienne les meilleurs en avion décarboné. On a de l'agroalimentaire, il faut soutenir notre agroalimentaire pour qu'on monte en gamme, on ait une organisation de filière et on puisse exporter davantage. Même chose pour le luxe, même chose pour toutes ces grandes filières sur lesquelles, on le voit bien, certaines ont pris du retard. Prenez l'exemple du médicament. On voit bien qu'on était très Exactement, on a pris du retard parce qu'on n'a pas su mettre des start-up un peu plus dynamiques, on n'a pas su prendre des risques. Et finalement, Sanofi s'est fait doubler par Moderna, qui est dirigé par un très grand entrepreneur français qui s'appelle Stéphane Bancel, mais qui est allé s'installer aux États-Unis parce qu'on n'a pas pris les risques suffisants. Donc, premier point, défendre les filières existantes, les permettre de passer un cap en termes de qualité de produits et d'investissement. Et puis l'autre part de la stratégie, celle que nous avons lancée avec le président de la République avec France 2030, c'est de sélectionner un certain nombre de secteurs, les biotechnologies, l'intelligence artificielle, l'hydrogène, l'espace, sur lequel là-dessus aussi, on est assez en retard. Eh bien, nous voulons rattraper ce retard. Et sur un certain nombre de ces secteurs, je pense par exemple à l'hydrogène, je pense qu'on peut être parmi les meilleurs au monde si, comme nous l'avons prévu avec le président de la République, nous investissons, nous construisons des gigafactories, comme on dit, de très grandes entreprises industrielles qui peuvent produire de l'hydrogène vert pour la France et pour les pays étrangers. Donc moi, je crois profondément notre capacité à réindustrialiser le pays, c'est une affaire d'investissement, d'innovation, de formation et d'environnement économique. Parce que ce qu'oublie de dire M. Montebourg, c'est que sous François Hollande, on a augmenté les impôts. Nous avons baissé les impôts des entreprises, baissé l'impôt sur les sociétés, baissé les impôts de production. Ça crée un environnement qui est favorable à la reconquête industrielle. Ça suffit parce que ça crée aussi beaucoup de tensions, cette baisse des impôts de production ou cette baisse des impôts pour les entreprises. Mais c'est jamais populaire, les bonnes décisions. Oui, mais enfin, on dit on a perdu de l'argent. Enfin, voilà, on a donné de l'argent aux entreprises. Qu'est-ce que nous voulons, Hôtel Krief ? Ce reproche qui nous est fait, et que fait parfois Arnaud Montebourg ou d'autres, en disant « vous donnez de l'argent aux entreprises, c'est scandaleux ». Mais si on veut avoir des entreprises industrielles, il ne faut pas que nos entreprises industrielles aient des impôts de production 7 fois plus élevés que nos voisins allemands. Parce que sinon, l'industriel qui veut investir et qui cherche un territoire où investir, il se dit où est-ce que je vais aller ? Là où les impôts sont élevés ou là où les impôts sont bas ? Eh bien, il va là où les impôts sont bas. C'est peut-être pour cela, grâce à nos baisses d'impôts, que nous sommes devenus le territoire le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Valérie Pécresse s'adresse à vous. La baisse du chômage, c'est parce qu'il y a 1 million de chômeurs aujourd'hui en formation dans les dispositifs régionaux, 150 000 contrats aidés. La réindustrialisation, c'est 85 milliards de déficit de la balance commerciale. Donc 85 milliards, c'est du jamais vu. Donc on n'a jamais été aussi dépendant de l'extérieur. Donc c'est malheureusement un bilan en trompe-l'œil qui masque une immense fragilité de l'économie française. Si vous aviez une question à lui poser sur son bilan, ce serait quoi ? Comment as-tu fait pour ne pas faire de baisse des dépenses publiques dans ton quinquennat ? Comment ? Moi, je pense qu'elle s'adresse au président de la République, parce que ce n'est pas mon quinquennat. Non, elle s'adresse à vous. Je ne pense pas qu'elle peut tutoie le président de la République. Elle vous connaît parce que vous étiez dans le même parti il y a quelques années. J'ai beaucoup d'estime d'ailleurs pour Valérie Pécresse. Mais je lui répondrai d'abord que sur la question des finances publiques, là où les 2 quinquennats précédents nous avait laissé une situation de déficit au-dessus des 3%. Il y avait la crise des subprimes et après... Oui, d'accord, mais il y avait la crise des subprimes. On s'est retrouvé sous procédure pour déficit public excessif. Et qui a sorti la France de la procédure pour déficit public excessif ? C'est Bibi. C'est-à-dire que c'est nous qui l'avons fait. Donc on peut beaucoup nous reprocher de choses, mais en matière de gestion des finances publiques, nous avons, dans les 2 premières années du quinquennat, avec Gérald Darmanin, pris les décisions nécessaires pour revenir sous les 3%, et rétablir les comptes publics. Ensuite, il y a eu une crise très importante. Oui, et le choix que nous avons fait... Quand on entend Emmanuel Macron la semaine dernière dire « c'est formidable, l'année prochaine, on sera à 5% du déficit public », comme si c'était une grande victoire.
Non, je ne considère pas ça comme une grande victoire. Je considère ça comme une étape nécessaire dans le rétablissement des finances publiques. Mais là où nous pouvons diverger avec Valérie Pécresse, c'est que le choix que nous avons fait pendant la crise était effectivement différent. Ça a été de protéger salariés, qualifications, entreprises. Et là où je diverge totalement avec elle, c'est que la reprise n'est pas en trompe-l'œil. C'est une reprise qui est solide, qui ne nous exonère pas d'efforts supplémentaires pour améliorer la situation de nos entreprises, la qualité de nos produits et notre capacité à reprendre les marchés extérieurs. Mais on est quand même mieux avec un chômage qui baisse, un investissement qui redémarre, la consommation dynamique et une croissance forte, qu'avec un chômage très élevé, des entreprises qui font faillite et une croissance qui s'effondre. On écoute Marine Le Pen. Pourquoi est-ce que, par exemple, l'armée, mais également l'ensemble des collectivités territoriales et de l'État acceptent de se soumettre à une directive européenne qui interdit, avec l'argent des Français, je parle bien de l'État, des collectivités territoriales et des entreprises publiques, avec l'argent des Français, de donner une priorité aux entreprises françaises? Là, il peut y avoir une priorité aux entreprises européénes. Vous voyez, d'ailleurs, je salue au passage la méthode de débat, même si ce n'est pas du débat en face à face. Je trouve que vraiment dans une période d'élection présidentielle, je pense que c'est exactement ce qu'attendent les Français. Après, ils se feront leur idée sur chacun des candidats, mais pouvoir débattre sur le fond, sur les propositions, c'est ça qui permettra à la France de progresser. Et moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est que la France progresse. Alors pourquoi il n'y a pas une priorité française? À Marine Le Pen qu'il peut y avoir une priorité, pas française, mais une priorité européenne sur un certain nombre de produits. Prenez les trains. Vous pouvez, dans les appels d'offres, réserver vos appels d'offres à des trains qui ont 50% de composants européens. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez le faire. C'est le choix qu'a fait le gouvernement français, de dire quand on commande des trains, il faut qu'il y ait une part de composants européens qui soit au minimum de 50%, tout simplement pour faire très simple, parce qu'on ne veut pas avoir des trains qui soient exclusivement chinois ou exclusivement étrangers, non européens. Nous préférons avoir des trains dont on sait que 50% de la production se fait en Europe. Donc c'est possible, et si on peut l'étendre à d'autres secteurs peut-être un peu moins stratégiques, moi j'y suis tout à fait favorable. Et français, une priorité française, parce que pour le Front National, pour le Rassemblement National, c'est français. Oui, mais moi je vous dis priorité européenne, parce qu'on est bien content aussi d'avoir le marché italien, d'avoir le marché allemand, d'avoir le marché espagnol. Il ne faut jamais oublier, parce que j'entends toujours ces discours en disant il faut fermer des frontières, vivre uniquement avec notre marché. Mais il faut bien qu'on vende nos produits quelque part. On ne va pas consommer tout le vin qu'on produit en France. Il a beau être excellent, il faut bien l'exporter. Si vous fermez les frontières aux produits chinois, aux produits britanniques, aux produits américains, mais ils n'achèteront plus de vin français. On sera bien embêtés. Même chose pour la production de porc. Qu'est-ce qui tire le prix du porc aujourd'hui? C'est qu'il y a des centaines de millions de consommateurs chinois qui consomment du porc français. Le jour où vous dites aux Chinois, plus un produit chinois en France, ils n'achètent plus de porc français. Et le paysan breton, auquel je suis très attaché, comme à tous les paysans français, tout d'un coup, il voit le cours de son kilo de porc qui s'effondre. Et je crois que la lucidité et la responsabilité en politique, ce n'est pas de montrer une seule partie du tableau, c'est de montrer le tableau global. Nous importons des produits, mais nous en exportons aussi beaucoup, et ça fait vivre des centaines de milliers de Français. On n'en exporte pas assez, et on a un problème très clair de balance commerciale déficitaire. On a un problème de balance commerciale pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes encore trop dépendants de l'importation de produits fossiles, du pétrole, du gaz. Ça peut représenter jusqu'à 40% de notre déficit commercial. Donc il faut bâtir notre indépendance énergétique. C'est ce qu'a proposé le président de la République en construisant de nouveaux réacteurs nucléaires. Et puis il faut qu'on monte en gamme, parce que plus nos produits seront de qualité, plus ils intégreront de la technologie, de la valeur ajoutée, plus nous pourrons exporter. Quand nous créons nos propres filières de batteries électriques en France, plutôt que d'importer des batteries électriques de Chine, ça nous permet de produire des véhicules électriques. Elle n'est pas encore si développée, Bruno Le Maire. La batterie électrique, c'est formidable, c'est un peu cocorico, mais c'est pas si important. Ça va se développer massivement, ça va créer à Douvrin, dans le Nord, dans le début de l'année prochaine, plus de 1000 emplois. Donc c'est considérable. Ça va s'accélérer parce que le véhicule électrique et son déploiement vont s'accélérer et on pourra exporter des véhicules électriques en dehors du territoire français tout en créant des emplois en France. Yannick Jadot, vous parlez d'Europe. Vous voyez, on aura fait presque le tour de nombreux candidats et de nombreuses orientations. Pourquoi est-ce que la France, malgré la promesse du candidat Macron, ne défend pas au niveau européen un Buy European Act, l'idée de mettre
du contenu local, de favoriser les entreprises européennes, les entreprises françaises, les entreprises de territoire dans les règles européennes, puisque son ministre du Commerce nous a encore dit il y a quelques semaines aux députés européens réunis que la France ne voulait pas protéger ses marchés publics de la concurrence internationale. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Il y a deux sujets un peu différents que confond, je pense, Yannick Jadot. Il y a les marchés publics et la façon dont passent les appels d'offres. Et puis, il y a le Buy European Act. Moi, je suis très favorable à un Buy European Act. Et on peut parfaitement se rejoindre avec Yannick Jadot là-dessus. Quand nous faisons évoluer les règles de la concurrence, que nous essayons de faire depuis 5 ans, l'objectif, c'est bien de parvenir à une part de fabrication européenne plus importante dans la commande publique. J'étais, je le redis, 3 ans ministre de l'Agriculture. Moi, je me suis toujours battu pour qu'il y ait de l'approvisionnement local et que même on mette des règles très strictes sur le fait de se fournir en produits locaux avec une distance maximale, comme cela peut exister, par exemple, dans les écoles américaines. On a fait bouger les lignes sur ce sujet-là. Donc moi, je crois profondément à cette orientation. Mais j'y suis favorable. On l'a beaucoup dit, on n'a pas avancé. On a fait bouger un certain nombre. C'était déjà les slogans de la présidentielle précédente. Mais les choses ont bougé, peut-être pas suffisamment, mais elles ont bougé. Sur les appels d'offres, la possibilité de réserver les appels d'offres à des produits intégrant 50% de composants européens, c'est une première protection. On a aussi beaucoup évolué, Rutel Krief, je tiens à le dire, sur la manière dont on contrôle les investissements étrangers en France et en Europe. Le décret sur l'investissement étranger en France a été renforcé. L'Union européenne adopte elle aussi des dispositifs de contrôle beaucoup plus stricts qu'auparavant. Donc je crois que nous sommes en train de sortir de ces décennies de naïveté européenne et qu'on est petit à petit, peut-être pas suffisamment rapidement, en train d'entrer dans une ère où l'Europe, enfin, défend ses intérêts commerciaux et défend ses intérêts économiques. Alors parlons justement de ces problèmes de gouvernance, parce que vous dites finalement dans votre livre, on peut décider toutes sortes de choses, on peut décider de rétablir l'autorité de l'État, de réindustrialiser la France, de baisser la dette publique, mais si on n'a pas le contact avec les Français, s'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas... Et à l'ère des réseaux sociaux, c'est pas facile de gouverner. Et vous dites des phrases très sévères sur le gouvernement technocratique, sur finalement ceux qui sont issus de l'ENA, dont vous êtes issus, comme le président de la République, comme pas tous les présidents, comme le président de la République actuelle, comme beaucoup de nos élites. Et vous dites, en fait, ils ne survivent pas aux réseaux sociaux. On ne peut pas travailler comme ça. Donc, il faut s'attaquer, entre guillemets, aux GAFAM pour leur demander des comptes sur la façon de gérer ces réseaux sociaux, et puis aussi sur le plan économique. Mais il faut aussi changer la gouvernance. Alors, bon, on l'a beaucoup entendu. On a vu le grand débat d'Emmanuel Macron. Mais enfin, on ne va pas tout recommencer à zéro. Ou alors on fait une nouvelle constitution. C'est ça que vous proposez ? Non, je ne propose pas de faire une nouvelle constitution parce que le temps politique étant très rapide, il faut savoir où on met notre effort. Et je pense, je l'explique dans le livre, que notre effort doit porter d'abord sur l'éducation, nos entreprises, les finances publiques et l'autorité de l'État. Et que si on fait un changement de la Constitution ou une réforme constitutionnelle ambitieuse, on va y passer tout le prochain quinquennat. Je ne pense pas que ce soit la priorité. En revanche, je souscris totalement à ce que vous venez de dire. Enfin, rien ne change dans la vie politique depuis des années. On a commencé à faire des choses. Le grand débat était une excellente initiative du président. On a supprimé l'ENA. On a commencé à prendre un certain nombre de décisions. Mais soyons lucides, ce n'est pas assez. Et si on ne veut pas de crise de régime, si on ne veut pas un deuxième mouvement des Gilets jaunes, il va falloir que nous transformions en profondeur le gouvernement public en France, et il va falloir que nous écoutions davantage les Français. Transformer le gouvernement, ça veut dire avoir des gouvernements plus resserrés, ça veut dire redonner le prestige et l'efficacité de la fonction de parlementaire aux parlementaires, en leur permettant d'exercer leur devoir de contrôle. Cela veut dire obliger les hauts fonctionnaires... Vous en voulez moins aussi, au passage. Et vous ne voulez pas que le Sénat, par exemple, étudie les lois, parce qu'on perd trop de temps. C'était la proposition du général de Gaulle. Je pense qu'elle était bien inspirée de dire on ne peut pas avoir la même capacité législative pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale. Le Sénat seulement sur le budget, mais pas sur le reste. Donc le Sénat peut-être sur un certain nombre de sujets à définir, mais la priorité législative va à l'Assemblée nationale. Moins de députés, avec des capacités de contrôle plus importante, l'obligation pour tout haut fonctionnaire qui est candidat à une élection de démissionner de la haute fonction publique. Ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait, ce que Emmanuel Macron a fait, ce que d'autres ont fait, mais qui devrait être un principe général pour tous nos gouvernants. Ça, c'est ce que j'appelle la nécessaire
exemplarité, efficacité et simplicité Mais on de la a puissance un peu publique. de mal à vous entendre parce que quand on connaît Emmanuel Macron, que vous soutenez donc dans ce livre très clairement, tout en exposant un certain nombre d'idées programmatiques. Donc on se demande pourquoi, mais on y reviendra. Mais on se dit, mais Macron c'est Jupiter, et là maintenant il veut un gouvernement beaucoup plus à l'écoute des Français, qui parle avec eux sur les réseaux sociaux. Mais il faut Ça va aussi, marcher avec le président d'aujourd'hui? Il a eu, je le rappelle, il a eu cette intuition au moment de la crise des Gilets jaunes, et croyez-moi, il était très seul à avoir cette intuition, qu'il fallait impérativement rassembler les Français, les écouter, aller dans tous les coins de France, faire des réunions qu'il avait publiques perdu le auxquelles j'ai contact, participé. disaient certains, parce qu'il avait perdu le contact. Il a eu cette lucidité de se remettre en question, ce qui est pour moi le propre d'un grand responsable politique. Savoir se remettre en cause, se remettre en question. J'ai participé à la première réunion à Grand-Bourterould, en Normandie, avec Sébastien Lecornu, c'est lui qui avait organisé cette réunion, le président de la République. On a passé 4 heures. Mais c'était d'une richesse extraordinaire. Et à ce moment-là, une nouvelle fois, je me suis dit, on ne peut pas considérer, comme il y a encore 10 ans, 20 ans ou 30 ans, qu'une fois qu'on est élu, député ou président de la République, on est tranquille pendant 5 ans, on a le mandat du peuple français, on s'en lave les mains, on ne les écoute plus, on décide et on se retrouve 5 ans plus tard. C'est plus possible. Donc on fait des référendums d'initiative citoyenne. Donc il faut écouter régulièrement les Français. Il faut que si 100 000 Français, comme je le propose dans mon livre, veulent déposer un amendement sur un texte de loi qui est en cours d'examen, la commission compétente soit obligée, tenue, d'examiner cet amendement déposé par 100 000 citoyens français. Il faut faire vivre notre démocratie, rue Telkrieff. Tout a changé, les médias ont changé, les entreprises ont changé, les sociétés ont changé. Quel est le seul lieu de la vie française où rien ne change? C'est la vie politique. Il y a un moment donné, les gens disent, allez, stop, remettez-vous aussi un petit peu en cause. C'est aussi l'un des messages de mon livre. Effectivement, on va voir de quelle façon ça va être mis en cause. Juste un petit mot avant que nos chroniqueurs éditorialistes viennent nous rejoindre. Quand vous regardez le débat des Républicains, c'était votre famille politique, vous auriez à voter, vous avez un choix? Vous auriez choisi qui? Moi, j'ai déjà choisi mon vote. S'il décide d'être candidat, c'est Emmanuel Macron. Donc c'est un peu plus simple. Mais après, c'est les membres des Républicains qui voteront pour ces candidats. J'estime une fois encore que toutes les personnalités qui se présentent à cette primaire interne sont estimables. Je les connais, et contrairement à ce que disait M. Zemmour en début d'émission, je n'ai pas un langage public et un langage privé. J'ai une relation d'estime avec chacune de ces personnalités. Les candidats seront choisis par les militants. Ensuite, il y aura la campagne présidentielle. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est qu'ils ont beau essayer de forcer le trait, de forcer leur voix, dans le fond, ce qu'ils défendent sur beaucoup de sujets, notamment les sujets économiques et financiers, est très proche de ce que nous faisons et de ce que nous avons fait depuis maintenant près de 5 ans. Alors, c'est ce que vous leur dites, en fait, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'Emmanuel Macron et vous faites, c'est ça? Je leur dis, ne forcez pas les différences alors qu'il y a tellement de points de convergence et que la seule chose qui compte, c'est la France et les Français. Alors on va retrouver nos chroniqueurs, nos éditorialistes qui vont nous rejoindre pour vous poser une question sur les sujets justement qui sont évoqués dans votre livre, les 4 priorités. Donc ils vont entrer, il faut qu'ils entrent maintenant. Dans vos 4 priorités, il y a notamment le rétablissement de l'autorité de l'État, la réindustrialisation. Il y a aussi l'éducation, il y a aussi la démocratisation, la nouvelle forme de gouvernance. Et donc on va commencer par Barbara Lefebvre qui est enseignante et essayiste. Oui, Monsieur le Ministre, bonsoir. Effectivement, bonsoir. Vous avez évoqué à plusieurs reprises le fait que l'éducation devait être le sujet fondamental même du prochain quinquennat si Emmanuel Macron était réélu, et j'imagine que vous souhaitez participer à ce nouveau quinquennat, et vous avez l'air d'orienter votre choix vers la question de l'éducation. Et vous avez d'ailleurs tout à l'heure parlé beaucoup de la qualification, de la professionnalisation, mais comme vous le savez, sans l'éducation en amont, sans l'instruction, il n'y a pas possibilité véritablement d'une qualification solide. Et vous le savez aussi, l'école, ce n'est pas une chambre des métiers. On n'y va pas pour apprendre un métier, d'autant plus qu'une grande partie des métiers de demain, nous ne les connaissons pas encore. Donc est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait véritablement renforcer encore plus ce socle de savoir, le respect des savoirs, qui va aussi avec le respect des enseignants évidemment, mais des savoirs solides, le retour de cette capacité à la spéculation intellectuelle, à la spéculation scientifique, parce que le niveau des jeunes élèves aujourd'hui, dans les matières scientifiques, dans les disciplines littéraires, chute, baisse, et cette baisse-là n'a pas été, durant ce quinquennat, n'a pas été enrayée.
Alors d'abord, avant de répondre à votre question, peut-être un peu surpris que le ministre de l'économie et des finances se prononce sur les sujets éducatifs. Non, on peut se dire que peut-être vous avez envie de changer, vous avez envie d'aller au ministère de l'Éducation la prochaine fois. C'est le lot d'un futur Premier ministre. Voilà, je le dis tout de suite, ce n'est pas du tout mon ambition. Pourquoi est-ce que je le fais? Je le fais parce que j'ai été enseignant, que c'était mon premier métier, j'étais professeur de français, et je le fais parce que ça fait 20 ans que je suis engagé en politique et que ça fait à peu près 20 ans que j'explique que le sujet politique prioritaire, c'est l'éducation. Et qu'on peut tout envisager, donner un grand destin à la France, rétablir la balance commerciale extérieure, lutter contre l'immigration, lutter contre l'islam politique, qui est un des grands défis pour nous tous, ça ne servira à rien si nous ne réussissons pas ce combat éducatif. Et donc c'est pas fait, là, depuis 5 ans, c'est pas encore fait? Sur les savoirs fondamentaux, moi, je partage tout ce que vous avez dit. Je considère que Jean-Michel Blanquer, je le dis tout de suite, a fait un travail exceptionnel dans cette direction-là, pour rétablir les savoirs fondamentaux, pour faire en sorte que l'apprentissage du français, de la langue française, de la connaissance scientifique s'améliore dans notre pays. C'est un travail de longue haleine. Ça ne se règle pas du jour au lendemain. Je considère que le dédoublement des classes en primaire pour 300 000 élèves, qui désormais ne sont plus que 12 par classe, ça va dans la bonne direction. Mais c'est faire injure à personne que de dire que cette transformation de l'éducation ne se fera pas en 5 ans. C'est l'affaire de 10 ans ou 15 ans. Ce sera beaucoup plus long que ça. Et comme je considère qu'en politique, on ne réussit que si on se fixe une priorité, pas 2, pas 3, pas 4, mais une priorité absolue, moi je propose que l'éducation soit bien la priorité absolue du prochain quinquennat. Avec un baccalauréat qui a été détruit, comme il a été détruit au cours de ce quinquennat, et avec une opposition largement unanime des enseignants, beaucoup de parents d'élèves aussi qui sont extrêmement heurtés par ce nouveau baccalauréat qui, couplé avec Parcoursup, conduit à des situations absolument dramatiques pour certains élèves, parce que le goût de l'effort qu'on donne, qu'on essaie, nous, enseignants, de donner à nos élèves, si vous ne récompensez pas l'effort, ce que certains appellent le mérite, mais non, c'est le goût de l'effort que l'on doit donner à nos élèves en leur donnant la promesse d'une récompense de cet effort. Aujourd'hui, il n'y a pas de récompense pour l'effort consenti, en particulier pour les élèves issus des classes populaires et des classes moyennes qui sont victimes d'une école à 2 vitesses aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il y avait la récompense de l'effort quand le baccalauréat était ce qu'il était devenu, c'est-à-dire une espèce de laissez-passer qu'on accordait de manière quasi universelle. Les chiffres sont encore meilleurs maintenant. Oui, mais je ne vois pas tellement où il y avait la reconnaissance de l'effort. Et ça n'exclut pas de bouger sur un certain nombre de choses. Je reviens sur ce que vous disiez précédemment. Ce n'est pas parce que on apprend les savoirs fondamentaux, que c'est essentiel, là je vous rejoins entièrement là-dessus. Il ne faut pas être capable aussi d'envisager des transformations dans ce que l'on transmet aux enfants. Oui. Vous savez qu'on fait visiter des musées, des lieux de mémoire aux enfants, c'est très important. Moi je serais très favorable à ce qu'on leur fasse visiter, à partir d'un certain âge, des usines, des lieux de production, qu'on rétablisse une culture industrielle dans notre pays, et que dès un âge qui doit être suffisamment avancé, mais on puisse faire découvrir à nos enfants ce que sont les métiers, ce qu'est l'industrie française, ce qu'est le savoir-faire français. Et donc qu'on ait cet esprit d'ouverture pour que l'école soit le lieu de l'apprentissage des savoirs fondamentaux, mais que ça ne soit pas non plus un lieu totalement clos, mais aussi un lieu de découverte de la vie, d'autres cultures et nos... Alors, il nous reste une dizaine de minutes et nous avons plusieurs autres questions. Jean-Michel Apathy et Valérie Nataf après, Franck Tapiro. En un mot sur la démocratie, parce que c'est un sujet qui vous passionne, vous voulez plus de participation des citoyens. Oui, je voulais vous parler d'un sujet évidemment qui vous est cher, c'est l'engagement citoyen. Et c'est vrai qu'à une époque où il est urgent de remettre la citoyenneté au cœur du débat public, quand on voit un pays non pas au bord d'une guerre civile, mais plutôt d'une guerre civique, quand on voit l'abstentionnisme croissant, le civisme qui est parfois une option dans ce pays, le patriotisme considéré d'extrême droite, on parle de droit, on a du mal à parler de devoir, le respect de l'autre, le respect des valeurs, tout cela paraît un petit peu virtuel aujourd'hui. Que devra faire justement le prochain président, le même président et son gouvernement, pour non seulement remettre la citoyenneté au cœur du débat public et permettre un meilleur engagement des citoyens dans la vie de notre société? D'abord, je pense que vous posez la question fondamentale. Je ne dis pas ça uniquement parce que c'est ce qui clôt mon livre. C'est bien. Mais c'est une des grandes questions. Désolé, Jean-Michel. Il y a des questions moins fondamentales qui sont importantes néanmoins, Jean-Michel Apathy. Comment est-ce que la démocratie peut survivre aux réseaux sociaux et à l'ère du numérique, où la vérité et le mensonge se confondent, où la provocation tient lieu de conviction? C'est une des vraies grandes questions. Et où on a, quand on regarde le paysage politique français, une abstention qui explose et des extrêmes qui dépassent les 30%. Ça devrait tous nous interpeller.
La bonne réponse, pour moi, elle est effectivement dans plus de participation, plus d'engagement, et reconnaître que le principe de souveraineté que nous avons hérité du 18e, où on délègue la souveraineté pour un temps donné à des représentants du peuple, on élit des députés. Ce principe-là n'est plus suffisant. Je ne dis pas qu'il est obsolète, je dis qu'il n'est plus suffisant. Quand j'ai fait la loi Pacte, j'aurais pu me comporter comme n'importe quel ministre. Je fais une loi, j'écoute les parlementaires, je travaille en commission et puis je fais adopter la loi. Nous avons passé 1 an, je dis bien 1 an, à faire de la participation citoyenne, à écouter les chefs d'entreprise, les patrons de PME, les patrons de TPME. Et je vais vous le dire, on n'a pas assez écouté les salariés. C'est un reproche qui m'a été fait. Disant, c'est bien, vous avez écouté les chefs d'entreprise, les patrons de TPE, les professions concernées. Vous n'avez pas assez écouté directement les salariés. Ils avaient raison. Et si j'avais à refaire cette loi, même si on a fait 1 an de participation, avec un site internet dédié, la possibilité de s'exprimer sur chacune des mesures, en donnant oui, non, ça peut être amélioré. Un mea culpa pour dire, on a fait quelque chose de tout à fait novateur avec la loi Pacte, mais on aurait pu encore aller plus loin. Et je suis convaincu que sur les sujets migratoires, sur les sujets de délinquance, sur les sujets éducatifs, si on ne donne pas la voix au peuple, régulièrement, on se plantera. On n'y arrivera pas. Sous quelle forme, là? En un mot, sous quelle forme, précisément? Parce que vous avez vu qu'il y a des propositions de référendum. Je suis très concret. Pourquoi tout de suite le référendum? Le référendum, c'est vraiment le marteau pilon pour écraser une mouche, donc c'est la certitude qu'on ne le fera pas trop. Moi, je crois à des choses plus simples. Vous faites une loi, vous êtes obligé de consulter des citoyens. Vous écoutez leurs propositions. Vous complétez le texte de loi par les propositions des citoyens. Le jour où elle arrive devant la représentation nationale, le peuple français n'est pas entièrement et définitivement représenté par les députés ou par les sénateurs. Il peut s'exprimer. Il a un amendement à déposer, il recueille 100 000 voix, il est examiné dans la commission compétente. Et sur tous les sujets, cette écoute me paraît indispensable. C'est ce qui sauvera la démocratie. C'est la réforme du Conseil économique et social. Jean-Michel Apathy. On se souvient de la Convention citoyenne. Jean-Michel Apathy. Des questions attention, il nous reste peu de temps. D'abord, Éric Zemmour a toujours été Éric Zemmour. Il a été condamné pour la première fois pour incitation à la haine raciale en 2011. Mais je voudrais vous raconter, le Parisien l'a fait ce matin, l'histoire de Francine Chaffard, qui avec son mari en 1996, auprès du Trésor public de Toulon, a acheté des bons du Trésor, valables 30 ans. Son mari meurt, elle a des besoins financiers, elle commence à vendre des bons du Trésor, donc auprès du Trésor public. En 2009, pas de problème, on lui donne de l'argent liquide. En 2011, à 2 reprises, on lui donne de l'argent liquide. Et en 2017, elle essaie de liquider ses bons du Trésor. Elle en a pour 90 000 €. Elle a 81 ans, c'est une vie de travail. Et là, l'agent qui lui avait liquidé les bons du Trésor en 2011 lui dit « Non, non, on ne vous a pas dit. Les bons sont périmés depuis 2013. Pourquoi? Parce que la loi a changé. En 2008, vous étiez au gouvernement à l'époque. Et le gouvernement, autoritairement, a décidé de ramener de 30 ans à je ne sais plus combien de nombre d'années, 15 ans, 20 ans. 5 ans. Non, pas 5 ans, parce qu'ils ont été édités en 96, peu importe, les bons du Trésor, et donc vous pouvez plus les toucher. 5 ans à partir de 2018. D'accord, vous pouvez plus les liquider. C'est fini, vous avez perdu votre argent, circulé, il n'y a rien à voir. Madame Chaffard, du moins sa fille, saisit la défenseur des droits qui, pendant 3 ans, vous êtes ministre de l'économie à ce moment-là, pendant 3 ans, essaie de trouver un accord avec Bercy, quand même, personne ne l'a informé, cette femme. Même l'agent en 2011, ne savait pas que la loi avait été modifiée. Et donc, faute d'avoir pu obtenir un accord avec Bercy, votre cabinet a été contacté, eh bien, la défenseur des droits a rendu le dossier public pour dire vraiment, l'État se comporte très très mal avec des citoyens qui sont honnêtes, qui ne veulent tromper personne et qui ne sont pas informés des changements de décision, de décisions que l'État prend contre eux. Alors, de la citoyenneté, qu'allez-vous faire? Allez-vous rendre ces 90 000 €? Ah bah, on connaît Jean-Michel Apathy. À Francine Chaffard. On connaît. Je pourrais vous faire une réponse qui, justement, marquerait le refus de toute évolution dans la politique, en disant « nul n'est censé ignorer la loi ». La loi a été adoptée en 2008, très précisément le 17 juin 2008, et on a prévu le 17 juin 2008 que ces bons du Trésor, vous aviez encore 5 ans pour aller les transformer en liquidité jusqu'en 2013. Mais bon, si vous n'êtes pas au courant de la loi, tant pis pour vous. La loi, elle a été votée, elle est publique, donc c'est votre problème. Moi, je suis très touché par cette affaire. Et je vois bien que derrière, il y a une femme qui a fait des économies pendant toute sa vie. Peut-être que cette loi lui a échappé. Et il se peut que l'agent de la direction des finances publiques ne l'ait pas avertie au moment où elle est allée faire son dernier retrait. Attendez, madame, faites très attention, vous faites un retrait là en 2011. À partir de 2013, vous ne pourrez plus le faire. Donc vous ferez peut-être bien de tout retirer tout de suite, parce que sinon, en 2013, vous perdez votre argent. Peut-être qu'elle n'a pas été avertie.
Donc je vais réexaminer le sujet. Parce qu'une fois encore, écouter les Français, écouter leurs doléances, essayer dans toute la mesure du possible d'y apporter des réponses, c'est mon devoir. Donc nous allons réexaminer ce dossier, vérifier un point très précis. Est-ce que la direction des finances publiques à Toulon, puisque je crois que c'est celle de Toulon, a averti Mme Chaffard au moment où elle a fait son retrait en 2011, faites bien attention madame, si vous ne retirez pas avant 2013, vous allez perdre votre argent. D'après la défenseur des droits, non. C'est ce n'a que pas été averti et c'est l'agent lui-même qui en convient en 2017. J'essaye de faire des choses justes, Jean-Michel Apathy, donc je ne veux pointer le doigt sur personne, mais il faut que nous nous assurions qu'elle a bien été avertie. Si elle n'a pas été avertie, il faut effectivement réexaminer le dossier. Voilà une réponse qui est claire. Merci beaucoup. Et vous nous direz la décision. On la répercutera évidemment à Mme Chaffard. Valérie Nataf, une question politique. Voilà, une question plus politique. La campagne présidentielle va s'ouvrir. Quel est le rôle que vous souhaitez avoir? De la même manière que vous nous avez dit tout à l'heure, la baisse des déficits, c'est Bibi. Qu'est-ce que vous voulez dire à la fin de la campagne? Qu'est-ce qui sera c'est Bibi à la fin de cette campagne présidentielle? J'espère une situation économique qui se tient, parce que c'est vital pour des millions de nos compatriotes. Alors, je parle de la campagne présidentielle, oui, de votre rôle à l'intérieur, pas seulement comme ministre. L'activité économique va se poursuivre. Oui, donc mais pas seulement comme ministre. Mais mon premier rôle, ce sera d'exercer jusqu'à la dernière heure du dernier jour le mandat qui m'a été confié par le président de la République, ministre de l'économie et des finances, parce que je sais que pour les Français, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis pour le reste, je pense que vous l'avez vu pendant cette émission, j'ai des convictions. Et je pense que dans un temps où la France est en proie à un tel doute, à une telle inquiétude, à un tel malaise, c'est le moment de sortir du bois. C'est le moment de sortir du bois et de défendre ses convictions. En mettant là aussi carte sur table, je ne suis pas là à faire des petits calculs en disant peut-être que ceci, peut-être que ça. Je soutiens le président de la République. Si je voulais être candidat à la présidentielle, je l'ai déjà été, je vous le dirais. Je ne le suis pas, je soutiens la réélection d'Emmanuel Macron. Mais je vais le faire en sortant du bois, en sortant de la tranchée et en défendant des convictions auxquelles je suis viscéralement attaché et que je vois remises en cause de manière qui me choque par un certain nombre de candidats à la présidentielle. Est-ce que ça voulait dire que vous serez le sniper en chef? Non, sniper, c'est pas du tout mon genre je de sais beauté. Pas, vous dites que vous sortez du bois, donc je vous pose la question. C'est pas du tout mon genre de beauté. Moi, je suis plutôt... Oui, c'est ça. Oui, ou charger sabre clair. Ça a une certaine gueule de charger sabre clair pour défendre ses convictions. Ah, sabre clair. Alors, là-dessus, quand même, quand on lit le livre, on voit bien, je l'ai répété plusieurs fois, il y a une forme de programme. Donc, vous dites, je défends mes convictions, je sors du bois et je m'engage. On se dit aussi... à partir du lendemain de l'élection, en fonction du paysage, vous serez peut-être candidat. Et on voit qu'il y en a un qui s'appelle Édouard Philippe, il a créé un parti. Et quelqu'un autour de cette table tout à l'heure a dit, il y en a qui créent des partis et il y en a qui écrivent des livres. C'était Valérie, justement. En fait, c'est aussi une forme de tremplin pour être un candidat possible après pour 2027, parce que ça fait partie des choses qui sont déjà dans les cartons de certaines personnalités. D'abord, Édouard Philippe écrit aussi des livres. Et ensuite, pour avoir connu des hauts, mais aussi beaucoup de bas dans ma vie politique, j'ai appris à ne pas faire ce genre de calcul. Et à ne pas mettre des choses dans les cartons pour les sortir à un moment ou à un autre. Je suis, je pense, vacciné contre les calculs politiciens. Je pense qu'ils ne mènent nulle part. Et qu'en général, ils sont déjoués tout simplement par la vie. La vie, en général, déjoue vos calculs. Donc le mieux, c'est de faire bien son travail, tous les jours, jour après jour, et puis après, advienne que pourra. C'est une leçon de politique. Alors, il a lu votre livre, Emmanuel Macron? Vous lui poserez la question, il l'a reçu en tout cas. Il l'a reçu. Et il a été averti dès cet été qu'il y aurait un livre. Et quand vous dites qu'il n'est pas arrogant, et d'ailleurs tous les jours, quand je me rends compte, je travaille avec lui, vous définiriez comment votre relation avec lui? Simple. Et effectivement, je conteste, on peut faire des reproches à tout le monde, hein. On est humain, donc imparfait. Mais quand je vois le reproche d'arrogance qui lui est fait pour travailler au quotidien avec lui, c'est vraiment quelqu'un qui, malgré ses fonctions, est resté d'accès direct et simple, et avec lesquels les discussions sont faciles. Moi, je retiens aussi que vous êtes partant pour un débat face à Éric Zemmour. Pour vous, c'est le principal danger, ou au contraire, certains disent que c'est une assurance-vie pour Emmanuel Macron? Je pense que là aussi, je ne fais pas de calcul, savoir quel serait le meilleur adversaire d'Emmanuel Macron, mais j'entends Éric Zemmour, parfois d'autres, tenir des propos qui me révoltent. Ce que Éric Zemmour a dit sur les terroristes auxquels il ne fallait pas accorder de mépris, ça me révolte. Ce qu'il a dit sur Vichy et Pétain qui, dans le fond,
aurait aidé les Juifs et sauvé des Juifs, ça me révolte. Et si on pense que je vais me taire lorsque j'entends cela, après 20 ans d'engagement politique, toujours au service des Français, mais jamais je ne laisserai passer des discours comme cela. Et je considère que prendre ça à la légère, en se disant la meilleure réponse à Zemmour, c'est de se taire, c'est une faute politique et c'est une faute morale. Donc il faut monter au front et il faut se battre. Mais bien alors sûr. que pour le moment, il y a un peu de silence. Mais, hein. vous savez, cette façon, je connais dans les antichambres politiques ou politiciennes, les arrière-cours, tous ces débats qu'on peut avoir les uns entre les autres. Faut-il l'attaquer, ne pas l'attaquer? Non. Moi, je suis beaucoup plus simple que ça. Quand j'entends des choses qui blessent la France, je prends la parole et je me bats. Conclusion? Oui, mais les hommes et femmes politiques, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Par rapport à Éric Zemmour, ne veulent pas l'attaquer pour ne pas lui donner de l'importance, mais il a déjà de l'importance. Il a déjà une importance médiatique et dans les sondages. Donc je suis totalement d'accord, c'est une erreur absolue, c'est une erreur morale, une erreur politique, une erreur humaine, je dirais. Parce que derrière le calcul politique, on parle quand même d'histoires qui ont touché des millions de gens, qui les touchent encore aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un rapport humain très important dans cette histoire. Donc rendez-vous est pris. Comme vous le voulez. Merci beaucoup. Merci. Bruno Le Maire, un éternel soleil chez Albin Michel. Merci beaucoup à tous. C'est Éric Brunet. Bonsoir Éric. Bonsoir Ruth. Alors, votre programme ce soir? On va parler de l'actualité politique qui a encore une fois été foisonnante ce week-end. On parlera aussi du drapeau français qui, on vient de l'apprendre, a changé de couleur, de ces 180 km de mur entre la Biélorussie et la Pologne. Et puis on parlera du Covid qui a l'air de se réinviter dans le quotidien des Européens et qui sait des Français. On parlera de tout ça dans quelques instants. Sur le mur, il faut noter que Bruno Le Maire a dit que chaque pays a le droit de protéger ses frontières. J'ai bien noté, j'ai bien entendu. Ça, c'est intéressant. Ça va être entendu à Bruxelles, peut-être. Merci d'avoir participé à cette émission spéciale. Merci à tous d'être venus avec moi et de m'avoir accompagné. À demain, on parlera beaucoup de Covid. Ce sera une spéciale aussi autour de la question de l'épidémie. Qu'est-ce qu'elle va changer? Ou est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que c'est de la panique ou est-ce